repas dans un fast-food a-t-il été fatal à un adolescent de 14 ans à Avignon? Le scandale soulevé par la découverte de viande de cheval surgelée en Angleterre. Lorsque de grandes entreprises sont foudroyées par la tourmente médiatique, Que se passe-t-il à France Télécom? Les suicides... elles font appel aux meilleurs communicants. 18 à avoir mis fin. Un navire de croisière s'est échoué sur un rocher près des côtes de Toscane, faisant 3 morts. Vous avez des patrons qui, face à la crise, sont assommés par l'effet de sidération. Moi, je dis souvent à mes clients, on va voir ce que vous avez dans le ventre au moment où vous allez avoir une crise. Dans l'ombre des grands patrons, ces stratèges, inconnus du grand public, cultivent le secret. Ce soir devant l'usine Spanghero, au cœur du scandale de la viande de cheval. Il y a une espèce de principe de présomption de culpabilité de l'entreprise. Ce qui est tout de même plaisant, c'est ou de détourner un coup, ou d'arriver par quelque chose à faire passer un message. Certains réussissent à influencer les journalistes pour qu'ils répètent leur message. Est-ce qu'il vous est arrivé de mentir à des journalistes? Bien sûr. On arrange la vérité, on est des commerçants. Mentir, non. Attendre un moment pour dire la vérité, oui. Moi, je vais lâcher une information de façon à impacter le climat médiatique. C'est un toucher de balle extrêmement compliqué. Les meilleurs stratèges ont accepté de raconter leurs méthodes, leurs échecs et leurs coups de bluff. Un scandale de santé publique, le Mediator. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes rentrés dans moi ce que j'appelle l'ère du tribunal médiatique. L'opinion peut vous condamner médiatiquement en 72 heures parce que vous avez mal géré une crise. Qui sont ces agents d'influence ? Ce sont des agences de communication spécialisées dans l'influence. De grandes entreprises les sollicitent pour organiser des opérations de lobbying d'un nouveau genre. Depuis décembre 2012, des employés de magasins de bricolage manifestent bruyamment pour leur droit à travailler le dimanche. Un mouvement spontané? En fait, pas du tout. C'est une vaste opération d'influence. Je suis extra, je travaille en fait juste les week-ends. Et donc là, si on m'empêche de travailler les dimanches, je ne peux plus travailler, donc je n'ai plus de rémunération, je ne peux plus vivre. Ces vendeurs ne sont pas grévistes. Ils sont venus avec la bienveillance de leur patron. Vous êtes payé aujourd'hui? Oui, on est payé, tout à fait, on est payé. D'accord. Donc la direction est d'accord avec la direction est d'accord. le mouvement? Tout à fait, 100% d'accord. Ils sont avec nous. On a notre directrice qui nous a accompagnés aussi, qui est à fond avec nous et voilà. Leroy Merlin et Castorama ont le même problème. Ouvrir tous les dimanches contre l'avis des syndicats et contre la loi. Les deux enseignes rivales vont appeler à l'aide un stratège de la communication. Sa mission, bouleverser le droit du travail. Je reçois un coup de fil du DIRCOM, de Leroy Merlin, qui me dit « On est en réunion avec Castorama. On a besoin de quelqu'un comme toi pour aider à faire passer un certain nombre de messages. Est-ce que tu peux venir ?» Stéphane Attal a débuté à l'agence Euro-RSCG du groupe Havas. Il organise des opérations marketing pour de grandes marques. Puis il se spécialise dans la communication de crise pour défendre l'image de grands patrons. Il vante son expérience de relations avec les publics sensibles, les syndicats ou les médias. Il va recommander aux directions de Leroy Merlin et Castorama de s'effacer derrière leurs employés. Il faut créer de toutes pièces un mouvement de salariés. Mais malgré tout, l'intérêt de Leroy Merlin et de Castorama, c'est de garantir leur chiffre d'affaires du dimanche. Ah bah évidemment, mais il n'y a pas de débat là-dessus. Ça fait 20 ou 25% du chiffre d'affaires. C'est énorme. C'est monstrueux. Les stratèges de la communication de crise réunissent à Paris des salariés volontaires des deux enseignes. Mais on leur dit à partir de maintenant, on va constituer des groupes de travail et vous allez travailler, vous allez plancher. Et toutes les décisions se prendront à main levée. Les communicants instaurent un fonctionnement démocratique. On se croirait dans une réunion syndicale. C'est un leurre. Première étape,
le nom du mouvement. Le vote, évidemment, se porte sur les bricoleurs du dimanche. Qui trouve les bricoleurs du dimanche? Un des groupes. C'est pas vous? Un des groupes, non, c'est pas nous. Enfin, ça s'appelait pas tout à fait les bricoleurs du dimanche. Disons qu'on fait en sorte que les bricoleurs du dimanche deviennent le nom. Voilà. Mais sincèrement, ça se fait spontanément. Et ensuite... C'est un peu vous quand même. C'est un peu nous quand même, voilà. Deuxième étape, le slogan, la signature, comme disent les publicitaires. Yes Weekend, nous sommes tous volontaires. Alors le Yes Weekend, très franchement, c'est nous qui l'avons trouvé, mais je l'ai prêté à quelqu'un. Vous l'avez vu chuchoter à l'un des salariés. Voilà, en disant ça c'est pas mal, qu'est-ce que t'en penses? Et du coup il me dit oui c'est bien, puis je l'approprie à la seconde, et je pense qu'aujourd'hui il a complètement oublié que je lui ai donné l'idée. Hein. Mais c'est pas grave. Troisième étape, Stéphane Attal va préparer les salariés à reprendre les fameux éléments de langage. Le triptyque qu'on a toujours retenu dans nos fameux éléments de langage, c'est volontariat, majoration de salaire et repos compensateur. Nous sommes volontaires, notre volontariat est garanti. Nous avons un repos compensateur, nous sommes rémunérés et majorés, nous sommes volontaires et on le veut. Et ça, c'est les éléments de langage que vous leur avez un peu préparés. Qu'on leur a imposés. À la une de l'actualité ce soir, les bricoleurs du dimanche. Oui, encore eux, ils ne lâchent pas prise. Peu à peu, les communicants réussissent à imposer la question du travail du dimanche dans le débat public. Une décision de justice va leur donner un écho considérable. Coup d'arrêt au travail le dimanche. La justice impose aux grandes enseignes de bricolage la fermeture de la plupart de leurs grands magasins en Île-de-France. À la suite d'une plainte d'un concurrent, Castorama et Leroy Merlin sont contraints de fermer 15 de leurs magasins le dimanche. À 14h, il y a un jugement qui sort. En 5 minutes, je sais pas, il doit y avoir 500 parutions. On se rend compte que les journalistes ont compris que les magasins étaient condamnés à fermer le dimanche. Le dimanche, virgule, qui suit. Or, c'est pas vrai du tout. Ce que les journalistes ignorent, c'est que les magasins concernés ont toujours le droit d'ouvrir grâce à des autorisations administratives. Stéphane Attal va profiter de la confusion. Le dimanche suivant, il met en scène un mouvement de résistance. Les deux enseignes vont soi-disant braver l'interdit. Ils avaient annoncé qu'ils braveraient l'interdiction judiciaire d'ouvrir le dimanche et ils ont tenu parole. 14 magasins. Deux grandes enseignes de bricolage ont donc bravé l'interdiction et ont ouvert 14 de leurs magasins en Île-de-France. 14 magasins de bricolage en Île-de-France ont ouvert leurs portes ce dimanche en dépit d'une décision de justice. C'est absolument invraisemblable. On a fait toutes les radios et toutes les télés plusieurs fois. Presque comme une prise d'otage devant une banque. C'est-à-dire qu'on avait une ligne de journalistes de chaîne info qui faisaient leur direct toutes les heures. Julien Dupéret, vous êtes en direct de Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine, à l'intérieur d'un magasin. C'est une vraie bataille du dimanche dans laquelle chacun campe sur ses positions, ses arguments, on l'a vu. Les journalistes n'ont pas compris. Je vais vous dire, ils ont qu'à faire mieux leur métier et travailler un petit peu plus en profondeur. Mais vous leur avez pas dit, c'est du mensonge par omission. C'est pas du mensonge, c'est de l'omission. On leur a dit après, quand on s'est rendu compte que ça pouvait nous desservir. La possibilité du travail le dimanche, elle existe déjà. Au bout d'un an de combat médiatique, le gouvernement accepte de négocier et promet une refonte de la loi. Le Premier ministre fait un geste immédiat. Il autorise les magasins de bricolage à ouvrir 12 dimanches par an contre 5 auparavant. Ils sont super contents, bien sûr. Ils sont super contents parce qu'on a déjà obtenu 12 dimanches au lieu de 5. C'est juste énorme. C'est une victoire? C'est pas une victoire, c'est pas un triomphe, c'est un soulagement. Élément de langage numéro 2. C'est déjà un premier soulagement, c'est déjà une première avancée. Maintenant, il faut que la loi, elle soit votée rapidement, qu'elle soit claire. Mais en réalité, c'est une belle victoire. Tout en restant dans l'ombre, les patrons de Castorama et Leroy Merlin ont imposé le travail du dimanche comme sujet de société. Notre question du jour, si la loi l'autorisait, travailleriez-vous le dimanche? Quelque part, on a obtenu l'ouverture des magasins le dimanche, tout court. Donc c'est une victoire. Donc c'est plus qu'une victoire, c'est un changement de société. Et vous avez une prime de Leroy Merlin ou de non, Castorama? Non, on aurait dû la négocier avant, je pense.
des agences de communication se voient confier des missions bien plus périlleuses. Dans certaines crises, les plus graves, si les agents d'influence échouent, la société en difficulté risque de disparaître. Rien de moins. Ce petit boîtier noir, avertisseur de radar, pourrait d'ici septembre mettre cet automobiliste hors la loi. On estime que 2,5 millions d'automobilistes possèdent un détecteur. Ils seront désormais interdits. Il permettait de savoir en temps réel où étaient les contrôles. En ce printemps 2011, les chiffres de la sécurité routière sont mauvais, plus 13% de morts. Le gouvernement décide une mesure d'urgence. Ce 11 mai à 14h30, le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, décrète l'interdiction des boîtiers avertisseurs de radar. Il a été décidé que les avertisseurs de radar seraient interdits. Les avertisseurs embarqués dans les véhicules vont être interdits. Nous avons une augmentation. Principale victime, la société Coyote, le leader du marché des avertisseurs. On est appelé par Coyote. Ils ont immédiatement compris que leur industrie pouvait mourir dans quelques semaines. Claude Guéant signait l'arrêt de mort de cette industrie. Une petite industrie, toute jeune et florissante. 2 millions d'automobilistes abonnés à l'époque en France. Pour leurs détracteurs, ces avertisseurs de radar permettent surtout de rouler plus vite sans être flashés. Chez Coyote, c'est la panique. Pour survivre, les actionnaires choisissent l'agence Havas. C'est le 6e groupe mondial de communication et de publicité. Un étage entier est dédié à la défense des plus grandes entreprises. 80 personnes, spécialistes de la gestion des crises, des relations avec les journalistes et des puissantes opérations de lobbying. Chez Havas, ils appellent cet étage le pôle influence. Il est dirigé par Benoît Viala. Il a fait toute sa carrière chez Havas. Il protège l'image de dizaines de grands groupes. McDonald's, dans la crise de la malbouffe, ou Nutella, contre la taxe sur l'huile de palme. Dans l'affaire Coyote, la mission de Benoît Viala, c'est de faire plier le gouvernement. La vitesse à laquelle on a dû réagir a été extrêmement forte. Immédiatement, on constitue ce qu'on appelle une task force qui travaille jour et nuit aux côtés de Coyote. Chez Havas, à la tête de la cellule de crise pour Coyote, Yves-Paul Robert. Publicitaire, expert en réputation, il défend le lobby de la cigarette électronique ou les grands clubs de football contre la taxe à 75% des joueurs. Une mission qui a échoué. Notre stratégie, elle est très simple. C'est de se servir de ce que j'appelle l'inarrêtable force de l'opinion publique. Je suis beaucoup plus fort dans ma négociation quand j'arrive précédé d'une très belle mobilisation de l'opinion publique. Yves-Paul Robert conseille tout d'abord à Coyote de s'allier avec ses pires ennemis, ses concurrents, et de créer en quelques heures une fédération. Le moment où on a commencé à sentir que ça allait marcher, c'est quand on a vu la centaine de journalistes arriver à l'Automobile Club où on organise une conférence de presse. La mise en scène est sobre. Des utilisateurs se tiennent debout derrière les 3 PDG des fabricants d'avertisseurs. Fabien Pierlot, le jeune patron de Coyote, est promu porte-parole. Il reprend les éléments de langage soigneusement préparés avec son communicant. En fait, nous souhaitons parler au nom des milliers de chauffeurs de taxi, des ambulanciers, des chauffeurs routiers, des motards. Vous avez des gens qui, face à la crise, face à l'adversité, se révèlent. Certaines situations de crise transcendent le chef d'entreprise. Lui, c'est exactement ça. Il est exalté. Le type, il est excellent parce qu'il joue sa vie. Nous organisons et nous appelons l'ensemble de nos utilisateurs à se mobiliser ce mercredi 18 mai. L'annonce, c'est de dire, nous allons appeler les automobilistes français à manifester. À dire non à cette décision. Et on lance une espèce d'appel du 18 juin à tous les automobilistes français sans absolument aucune garantie de succès. Si
Ces automobilistes venus nombreux à l'appel des Et fabricants... ce 18 mai 2011, une petite foule d'utilisateurs se rassemble bien à Paris, devant le siège de Coyote. Mais il faut donner l'impression que toute la France est en colère. Le communicant va guider les journalistes. Là, il y a des journaux qui nous appellent en disant « c'est votre journée de manifestation, où est-ce qu'il y a des choses à voir ?» Et à ce moment-là, TF1 nous appelle et nous dit « est-ce que la manifestation, comment ça se déroule, vous avez des choses à montrer ?» Qui nous dit « où est-ce que je peux tourner, où est-ce que je peux voir des choses ?» Et on leur dit « allez voir à Marseille !» Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité ce soir, la grogne des automobilistes contre les nouvelles... Le succès de l'opération de com va au-delà des espérances d'Havas. La polémique fait l'ouverture du journal de 20h de TF1. Et le soir, au journal de 20h, vous avez Laurence Ferrari qui dit cette phrase des manifestations un peu partout en France. Ils ont commencé à se mobiliser aujourd'hui en France contre une mesure qu'ils jugent injuste. Avec cette illustration du plan de Marseille, on voit effectivement qu'il y a une espèce d'attroupement. C'est là où naît la perception. À Marseille, même sentiment. La décision gouvernementale est jugée ici très injuste. Visuellement, c'est vrai que dans ce sujet de 20h, c'est une communication très efficace. Je ne suis que celui qui a suggéré à ce moment-là. Laurence Ferrari a envoyé ses équipes. Est-ce que TF1 est allé vérifier dans les autres villes qu'il y avait des manifestations? Ça, je ne sais pas. Peut-être l'ont-ils fait. Peut-être est-ce pour ça qu'ils disent qu'un peu partout en France, il y a des manifestations. Ça, c'est pas mon travail, c'est le travail des journalistes. La décision du gouvernement d'interdire à terme les avertisseurs de radar dans les voitures fait grincer des dents. D'abord, et ça marche auprès de l'opinion. Selon un sondage, 67% des usagers de la route sont contre l'interdiction des avertisseurs de radar. Simultanément, le pôle influence chez Havas démarre une phase de lobbying politique. La majorité de cette époque était une majorité de droite et on a donc compris que le jeu d'influence se ferait par les députés de droite qui étaient susceptibles de faire reculer le gouvernement. Chaque parlementaire va recevoir un courrier avec le nombre d'utilisateurs d'avertisseurs dans sa région. À 1 an des législatives, c'est une pression de millions d'automobilistes à sérieusement prendre en compte. On va jouer l'ennemi intérieur. On va jouer le front d'opposition dans la majorité, en disant les députés de la majorité vont être bien enquiquinés de soutenir leur ministre de l'Intérieur la semaine prochaine à l'Assemblée sur cette mesure qui est très impopulaire dans l'électorat de droite. Cette fois, c'est la majorité qui est secouée par la fronde des députés de retour de leur circonscription, fronde contre les dernières mesures anti-radar. Certains élus parlent de décisions nullissimes, je cite, ou d'excès de réglementation. Les Français ne comprennent pas ces mesures, donc c'est ce qu'ont dit ce matin les députés de la majorité. Comme prévu par les communicants, plusieurs députés de droite vont monter au créneau dans les grands médias. Le mécontentement contre les nouvelles mesures décidées par le gouvernement pour renforcer la sécurité routière s'étend chaque jour. Sous la pression des députés UMP, le gouvernement semble avoir du mal à maintenir le cap. Je trouve que c'est une erreur politique. C'est une faute politique. Au 7e jour de la crise, le ministre de l'Intérieur reste inflexible. Il ne veut pas céder. Je dis très clairement que pour le gouvernement, il s'agit de sauver des vies et ça n'est pas une affaire de politique. Il faut trouver une sortie par le haut qui permette aux politiques et aux fabricants de se sortir de cette situation-là. Finalement, le ministère de l'Intérieur est obligé de nous tendre la main. Grâce à ces réseaux, Yves-Paul Robert obtient un rendez-vous directement avec le ministre, place Beauvau. Il arrive accompagné du patron de Coyote. Le communicant, à l'aise devant le ministre, propose directement une solution de sortie de crise. Nous allons créer une nouvelle catégorie de produits qui va s'appeler les outils d'aide à la conduite. Vous me laissez alerter les utilisateurs de ce qui se passe sur les routes, en échange de quoi je n'informe plus de la localisation précise des radars. L'avertisseur de radar va tout simplement changer de nom et s'adapter pour prévenir l'automobiliste de toutes les zones dangereuses, pas uniquement des radars. Les avertisseurs, on avait cru un temps qu'ils seraient interdits. Ils devraient être en fait transformés en appareils pour signaler les zones dangereuses.
Finalement, les avertisseurs ne seront pas interdits, mais transformés en assistants d'aide à la conduite permettant de signaler les zones dangereuses. Oui, mais aujourd'hui, l'appareil annonce bien les zones dangereuses, mais c'est quand même à l'approche d'un radar. Un sentiment de victoire pour les fabricants qui pourront continuer à vendre leurs appareils. Le système restera le même. Il vous préviendra lorsque vous serez en excès de vitesse pour ne pas être pris au radar. Donc c'est un retournement, on va dire, complet que l'on opère en moins de 15 jours. Qui est en fait un changement sémantique? Non, c'est beaucoup plus qu'un changement sémantique. On revoit complètement l'objet de ces outils-là que l'on redéfinit pour assurer leur survie. Coyote reste 100% légal et continue. Leur survie, en effet. Coyote détient aujourd'hui 85% du marché en France. Certains agents d'influence refusent systématiquement d'apparaître dans les médias pour mieux tirer les ficelles en coulisses. L'un des plus influents, c'est Ramzi Khiroun. Une longue rencontre sans caméra n'a pas suffi à le convaincre d'être filmé. Il a grandi à Sarcelles, la ville de Dominique Strauss-Kahn. Il a tout fait pour travailler à ses côtés via l'agence Havas. Il a longtemps façonné et protégé l'image de DSK jusqu'à l'affaire du Sofitel de New York. À présent, il travaille pour l'un des plus puissants patrons français, Arnaud Lagardère. Ramzi Khiroun s'occupe de toute la stratégie de communication, jusqu'aux affaires les plus inattendues. Tempête dans le milieu du tennis, Richard Gasquet aurait été contrôlé positif à la cocaïne. L'information nous vient du site internet du journal L'Équipe. Des traces de cocaïne auraient été retrouvées dans les urines de Richard Gasquet à Miami. Cette épreuve risque fort de mettre un coup d'arrêt à la carrière de Richard Gasquet, celui qui était considéré comme le prodige du tennis français. Pour Richard Gasquet, c'est terrible, quoi. Il est fauché en plein vol. C'est un des tout meilleurs joueurs français au monde. Et surtout, c'est la tête de gondole du team Lagardère qui a été mis en place très récemment. Il a été le tout premier à être financé par Arnaud Lagardère et par le groupe Lagardère. Le joueur est le protégé d'Arnaud Lagardère, de sa team, une écurie de sportifs de haut niveau. Lagardère va demander à Ramzi Khiroun de sauver son champion. Il mobilise une cellule de crise digne d'une multinationale. Les moyens semblent illimités. 2 cabinets d'avocats sont mandatés. Jean Veil, ténor du barreau parisien, a déjà collaboré plusieurs fois avec Ramzi Khiroun pour défendre Dominique Strauss-Kahn. C'est lui qui les a présentés. Je vois arriver un jour Dominique avec un type improbable. J'ai toujours pensé que j'étais un type sérieux, que Dominique était un type sérieux, et il arrive avec un type dont j'avais le sentiment que pouvait avoir un côté folklorique. Je me suis complètement trompé. Ramzi a été un artisan de la vérité, l'architecte même de la défense de Richard Gasquet. Pour affronter cette crise, Ramzi Khiroun demande l'aide d'Anne Haumel, sa fidèle coéquipière d'Havas. Une habituée des tempêtes médiatiques, elle s'est occupée des différentes affaires DSK. Premier temps, les communicants intiment le silence à Richard Gasquet pour mieux manœuvrer en sous-main. Là, Ramzi et moi, on a fait comme d'habitude, on a pris le contrôle du temps. L'urgence est absolument contre-productive dans nos métiers. Et donc, il faut une capacité de résistance à la pression qui est très très forte. Donc, c'est sûr qu'on a été à bonne école. Hein. Il faut avoir quelque chose à dire quand on veut parler. Et donc, parole rare d'abord? Disparition totale. Si vous alimentez une sphère qui est dans un état d'excitation absolue, vous provoquez les papiers alors que vous n'avez rien à dire. Donc on assèche et on parle quand on a quelque chose à dire. Ramzi Khiroun va construire un scénario qui va devenir l'histoire officielle. Gasquet aurait été piégé, il aurait consommé de la cocaïne sans le savoir, dans une soirée en boîte de nuit à Miami, la veille du contrôle antidopage. Les communicants font habilement fuiter l'info dans la presse. On apprend que Richard Gasquet
aurait embrassé une jeune femme. C'est elle qui l'aurait contaminé. Au départ, vous, cette histoire de baiser empoisonné à la cocaïne, vous n'y avez pas cru? Ça me faisait sourire. Ça faisait rire tout le monde que Richard puisse, le cas échéant, avoir pris de la drogue à l'insu de son plein gré. C'est Ramzi Kiroun qui est l'auteur de ce que cette révélation est apparue juste. Et nous avons démontré que c'était possible. Oui, même les avocats y croient. Ils vont porter plainte contre X pour administration de substances nuisibles. C'est votre idée de judiciariser ce dossier pour défendre le tennisman? Ramzi me demande si c'est possible, j'y réfléchis et je dis oui. Il nous a tellement cassé les pieds, il nous a tellement obligés à faire les expertises, la démonstration, voir des spécialistes, des médecins et autres, qu'on avait bien été obligé de se rendre compte qu'à la fin des fins, que c'est lui qui avait raison. À présent, Ramzi Kiroun estime que le temps est venu de faire parler Gasquet. Il choisit 3 médias dominants. TF1, Europe 1, la radio de Lagardère, et le journal L'Équipe. Le journaliste Patrick Isser va avoir plusieurs échanges musclés avec Ramzi Kiroun. Le communicant lui promet une interview exclusive du joueur, à condition de se plier à ses règles. Il était clair que cette interview faisait partie d'une stratégie juridique qui allait se mettre en place. Très tôt, Ramzi Kiroun, dans le cadre de nos conversations préparatoires avant cette interview, me dit la thèse du baiser empoisonné, c'est pas tout à fait ce que tu crois, c'est pas aussi stupide que ça en a l'air, etc. Enfin bref, ça a été assez long parce qu'en gros, ce qu'il voulait, c'était nous imposer un texte, tout simplement. Un texte, ou alors si un texte n'était pas accepté, ce qui a été le cas, c'est des thèmes qu'on allait évoquer, tel thème, et pas tel thème. On discute beaucoup, le ton monte parfois, c'est difficile. Je me souviens d'un échange de SMS à un moment où il me dit « Mais écoute, si tu veux pas d'interview exclusive dans l'équipe, c'est pas un problème, je trouverai quelqu'un d'autre. » Anne Hommel va coacher Richard Gasquet. Elle lui fait répéter les éléments de langage. J'ai fait un travail assez traditionnel qui s'appelle du média training avec un individu qui n'a pas l'habitude de condenser son discours, d'utiliser les mots-clés. On lui dit « Viens, tu vas arriver dans un endroit très désagréable, il fait froid, il y a plein de monde. » Ils sont très énervés, ils parlent tous en même temps. Donc comme tu n'as qu'une cartouche, je vais t'aider à préparer la bonne cartouche. C'est le jour de l'interview. Les journalistes de l'équipe arrivent à 3. L'ambiance est tendue. Richard est à un bout de la table, les 2 journalistes spécialistes du tennis se mettent à ses côtés, moi je suis juste un peu en retrait, et tout au bout de la table, Ramzi est assis, lunettes noires, blouson de cuir, et bras croisés. Et pendant toute l'interview, il ne dit absolument rien, mais il est exactement dans l'axe de Richard. Et quand Richard a un doute, quand il se demande si la réponse qu'il a apportée est suffisante et la bonne, il interroge du regard Ramzi, qui lui répond soit. Bref, il y a un pilotage qui se fait discrètement, mais qui se fait. Richard Gasquet va marteler le même message. Écoutez, ce que je sais aujourd'hui, c'est que je n'ai jamais pris de cocaïne. Ça, c'est quand même... Voilà, je veux le dire aujourd'hui aux jeunes, c'est quand même... Ah non, ça c'est sûr, j'ai jamais pris de cocaïne de ma vie. C'est une merde pas possible. C'est une merde pas possible. La cocaïne, ça a été vraiment un très très mauvais film pour moi et ça l'est encore. Ce mauvais film va bien s'arrêter un jour. C'est terrible pour moi aujourd'hui. C'est terrible pour moi, surtout en ce moment avec la période. C'est clair que et comme convenu, il annonce qu'il porte plainte. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai décidé de porter plainte, parce que c'est important pour moi. C'est pour ça aujourd'hui que je porte plainte, pour faire des investigations. Agacés par ces pressions, les journalistes de l'équipe écrivent que Gasquet est chaperonné par le responsable de sa communication de crise, Ramzi Kiroun. Quand vous publiez son nom dans le chapeau, comment il réagit? Mal, parce que c'est le genre de choses qu'il n'aime pas beaucoup. Il n'aime pas beaucoup apparaître, il aime tirer les ficelles, mais depuis les coulisses. Il n'aime pas trop qu'on montre un petit peu le mécanisme. L'histoire incroyable du baiser empoisonné prend forme. Il manque encore un acteur important, un coupable, ou plutôt une coupable. Son prénom, Pamela, va fuiter dans les médias au moment opportun. C'est tout l'art du communicant. C'est une jeune Française présente dans la boîte de nuit de Miami cette nuit-là. Pour se défendre à son tour,
elle prend immédiatement un avocat. Lorsque M. Gasquet cherche une stratégie pour se sortir de là, parce que c'est très compliqué de justifier les traces de cocaïne dans un organisme, le clan Gasquet, avec ses conseillers en communication et les gens qui sont un petit peu autour de lui, je pense qu'on décide de mettre tout ça sur le dos de ma cliente, la fameuse Pamela. Leur stratégie, c'était de la faire passer pour une fille qui fréquente les discothèques, une espèce de toxicomane, qui gravite un peu autour des sportifs de haut niveau. Donc oui, ils l'ont bien sali, ouais. Le 27 mars dernier, le Français était bien en discothèque à Miami. Mais selon lui, la présence de cocaïne dans son organisme serait liée à des baisers échangés avec une jeune fille lors de la soirée. Quelques jours plus tard, le tribunal antidopage condamne Richard Gasquet à 2 mois et demi de suspension, une peine très légère. L'histoire du baiser qui tue a fonctionné. Les instances sportives estiment probable l'explication de Gasquet sur cette contamination involontaire. C'est une victoire. C'est un truc formidable. Je pense que c'est vraiment le talent et la volonté de Ramzi Kiroun qui a convaincu tout le monde. L'épilogue de l'affaire, entre guillemets, Richard Gasquet. Le soir même, Richard Gasquet est en direct sur le plateau du 20h de France 2. Sous le coup de l'émotion, il remercie l'homme de l'ombre qui lui a sauvé la vie. Je veux remercier les proches qui ont été avec moi. Je veux remercier Arnaud Lagardère, Ramzi Kiroun, mon agent Nicolas Lampreux. Sa plainte contre X va être classée sans suite. 5 ans plus tard, Richard Gasquet est toujours parmi les 15 plus grands joueurs mondiaux. Les communicants ont sauvé sa carrière. Enfin, il y a les crises d'une ampleur totalement inattendue. La Société Générale annonce avoir été victime d'une fraude commise par l'un de ses traders. Son nom, Jérôme Kerviel. C'est la plus grosse fraude de l'histoire de la finance. Comment la Société Générale a-t-elle pu perdre en quelques jours près de 5 milliards d'euros ? La fraude d'un homme déclenche la crise bancaire française la plus vertigineuse. La Société Générale contre Jérôme Kerviel. Chaque camp va se livrer à une guerre de l'image, endosser le rôle de la victime pour obtenir le soutien de l'opinion publique. Chacun avec ses communicants, parole contre parole. Cette crise, je l'ai gérée, je l'ai vécue avec une immense difficulté, c'est qu'au moment où vous communiquez, vous n'avez pas encore tout compris de ce qui s'est passé. C'est ce qu'on appelle une communication de crise. La crise, c'est ce qu'on n'attend pas. Si on l'attend, c'est de gestion de projet et c'est très simple. Hugues Lebray a démarré comme analyste financier. Il a travaillé chez Publicis, puis chez Havas, dans la communication financière, avant de rejoindre la Société Générale. Pour lui, l'affaire Kerviel commence un dimanche matin à 10h30 dans le bureau du PDG. Le 20 janvier 2008, Daniel Bouton m'appelle dans son bureau et je rentre dans le bureau et il me dit « Vous croyez avoir géré des crises, vous allez découvrir le rogue trading. C'est le pire cauchemar du banquier. » Et on découvre qu'il y a eu cette fraude. Quelle est l'ambiance avec Daniel Bouton dans son bureau ? Lugubre, morbide, une forme d'effarement. Et puis après un moment d'émotion très forte, c'est qu'est-ce qu'on fait, quoi. L'urgence pour la banque est de revendre les positions frauduleuses du trader. Il a pris des risques considérables en misant 50 milliards d'euros, 1,5 fois les fonds propres de la banque. Pour ne pas provoquer la panique des marchés, l'affaire doit rester secrète. Seule une quinzaine de personnes dans la banque sont dans la confidence. Pendant ce temps, Hugues Lebray met sur pied la cellule de crise. Il appelle en renfort des agences de communication. Jean de Belot est ancien journaliste économique. Il devient ensuite directeur de la rédaction du Figaro. Puis il change de bord, communiquant lui aussi chez Havas. Aujourd'hui à son compte, il défend l'image de grand patron,
comme Jacques Servier dans le scandale du Mediator. Le soir même, moi, je vois Daniel Bouton qui me dit « Jean, je vous donne le mandat que j'ai donné à tous les gens que je fais travailler sur le dossier. Je veux préserver l'indépendance de la banque et choisir mon successeur. » La Société Générale parvient à revendre les positions frauduleuses du trader. Mais la banque a perdu 5 milliards d'euros. À présent, il faut annoncer le scandale aux actionnaires et à l'opinion publique. La meilleure manière de donner le ton, c'est de communiquer soi-même et pas attendre les fuites et puis de courir après derrière. Donc il faut toujours être le premier à communiquer. Nous avons découvert l'existence d'une position dissimulée, complètement cachée, extérieure à nos livres, à nous. Dans cette conférence de presse, il y a un choc que nous, on avait eu le dimanche, et nous, on était déjà en train de sortir, presque soulagés de ne pas être en train de partir de travers et de ne pas entraîner le système. Mais là, il y a une émotion qui est extrêmement forte. Je ne connais pas cet homme, et ses motivations sont totalement incompréhensibles. Le PDG refuse de révéler le nom du trader. La question qui intéresse les médias, c'est qui est le fraudeur ? Quel est son parcours, quel âge il a, combien il gagnait, pourquoi il a fait ça, c'est connaître la story. Et voilà. Et alors que nous, on n'a pas du tout envie d'aimer ça. Et donc, comme on n'a pas le nom du trader, eh ben, ça provoque une réaction des journalistes. Mais la thèse d'une fraude isolée laisse perplexe au sein même de la banque. À notre avis, ça ne devrait pas être possible. Un seul homme qui fout toute une panique comme ça m'a choqué, j'ai trouvé ça incroyable. Personne ne pouvait croire que la banque ne savait pas, n'avait pas vu et que les systèmes de contrôle n'avaient pas vu. Et c'était la première question des journalistes et c'est la vraie question de fond. Cette première communication de la Société Générale est un échec. En dissimulant l'identité du trader, la banque attise la curiosité des journalistes. C'est le journal britannique The Financial Times qui va révéler son nom. Il lui donne même un visage en récupérant une photo de l'intranet de la banque. Personne de votre équipe n'avait pensé cacher cette photo ? Et donc oui, c'est une erreur de communication de ne pas avoir enlevé, il fallait y penser. La photo du badge. La photo du badge, voilà. Qui va faire le tour du monde et effectivement ça jouera un rôle important. Cet homme, recruté en 2000 par la Générale, serait Jérôme Kerviel, âgé d'une trentaine d'années. L'affaire de la Société Générale devient l'affaire Kerviel. La banque le fait passer pour un trader isolé, machiavélique. 6 ans plus tard, nous rencontrons Jérôme Kerviel chez son avocat. S'il reconnaît ses torts, il se pose toujours en victime de la banque. Ils ont orchestré cette communication et ça a été savamment fait pour que je sois le seul et unique personnage pointé du doigt dans cette affaire. C'est très très violent parce qu'on voit son nom, sa photo avec des qualificatifs qui sont insultants, qui sont fraudeurs, escrocs, terroristes. Daniel Bouton qui me qualifie de terroriste lors d'une de ses interviews. Enfin, c'est juste ignoble. Malgré leurs moyens, les communicants de la Société Générale vont commettre d'étonnantes erreurs. Le PDG Daniel Bouton est éprouvé, épuisé par le sauvetage de la banque. Il est constamment sollicité par les médias. Pour la première fois ce soir, le patron de la Société Générale, Daniel Bouton, s'explique donc à la télévision. Merci d'avoir choisi France 2. Cette interview a été un désastre. Pourquoi ? Parce que quelqu'un lui avait fourgué une formule qui était totalement incompréhensible par le grand public. Nos systèmes de contrôle, ils sont extraordinairement forts, ils sont multiples, il y a des radars fixes, il y a des radars mobiles, et il y a un truc auquel on n'avait pas pensé, c'est qu'il y a quelqu'un qui était capable à 100 ou à 110 km/h de changer de voiture. Non seulement il connaissait les radars fixes et les radars mobiles, mais il était capable de passer d'une voiture à l'autre. Et c'est ça qu'on n'avait pas vu. Cette formule, par sa complexité même, au lieu de jouer la sincérité du désarroi du type, faisait tellement préparé et tellement toc qu'elle inspirait aux téléspectateurs le sentiment que le type les grugeait. Je n'ai pas à commenter, moi je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. C'est un cas d'école qui est étudié maintenant. Il est très mauvais de surexposer le président de la banque. Soudainement, lorsque Bouton fait ça, il désigne un personnage, Jérôme Kerviel, comme étant son adversaire.
et il le met à sa hauteur. Vous vous rendez compte, vous avez quelqu'un qui est patron d'une banque et soudainement, on va lui dire ben voilà, votre challenger, c'est monsieur Jérôme Kerviel. Évidemment, les médias ne vont s'intéresser qu'à qui? Mais qu'à Jérôme Kerviel. Christophe Rey est aussi un stratège de la communication de crise. C'est lui que les avocats de Jérôme Kerviel ont choisi pour défendre son image. Ancien journaliste, lui aussi a changé de camp. Communicant de Gérard Longuet, ministre de l'Industrie, de Fiat, de Jean-Marie Messier à la Générale des Eaux. Ah bah dans ma carrière, je sais pas, j'ai eu l'impression de jouer la Coupe du Monde de football, quoi. Enfin, c'est soudainement, on est au centre de l'actualité. Christophe Rey va surtout protéger son client traqué par les médias. Il n'est pas dépressif, il n'est pas suicidaire et il ne prend pas de médicaments. Il me conseille à l'époque, au tout début, de ne pas m'exprimer, ce qui me ravit dans la mesure où je n'avais pas envie de m'exprimer à l'époque. Donc pendant un an, en fait, je n'ai pas communiqué. Comment défendre Kerviel sans qu'il parle aux médias? Le communicant va changer son image, littéralement. Pour éviter la surenchère des paparazzi et des magazines qui cherchent le scoop, Christophe Rey a une idée. Ce que l'on a choisi, ça a été de faire passer la photo dans l'AFP. On a eu aussi cette contrainte de se dire on ne veut pas qu'on nous accuse d'avoir vendu la photo. On ne voulait pas qu'on nous accuse de nous être enrichis sur ce sujet-là. Donc on est passé par l'organe de presse de l'AFP, comme ça il n'y avait pas de sujet. Donc on a fait des photos en train de travailler avec son avocate, ce qui permettait de montrer que c'était un garçon qui n'était pas en fuite, qui n'était pas traqué, et rétablir le côté un petit peu honnête du personnage qui avait été mis à mal par la communication de la banque. Et ça marche. En France, un jeune homme de 31 ans, en jean et en chemisette, souriant, un peu timide. Ainsi apparaît Jérôme Kerviel, le trader de la société. L'image du trader s'expose partout sans qu'il ait rompu son vœu de silence. Un scoop et des photos diffusées en accord sans doute avec Jérôme Kerviel. L'enquête judiciaire s'accélère. Les juges placent Jérôme Kerviel en détention préventive à la prison de la Santé. Ses avocats protestent et les charges sont invalidées. Une aubaine pour le communicant. Jérôme Kerviel doit être remis en liberté. Surprise générale, embarras de la part de la Société Générale. L'opinion publique va vite se dire mais finalement ce gars-là est totalement innocent. Christophe Rey va mettre en scène la sortie de Jérôme Kerviel et la transformer en événement. Il faut que les gens le voient sortir. 2, il faut qu'il ait l'impression de sortir comme s'il venait d'y rentrer. Il faut qu'il soit propre, douché, lavé, rasé. J'arrive devant la porte de la prison de la Santé. Tous les journalistes arrivent devant cette porte et braquent leurs objectifs pour attendre la sortie de Jérôme Kerviel. Et à ce moment-là, je reçois un coup de fil en me disant « Jérôme Kerviel ne sortira pas par la porte où il y a les journalistes, mais par la petite porte de derrière. » La direction de la prison prétexte des raisons de sécurité. Il y avait je ne sais combien de journalistes. Christophe me dit ça va être de la folie. S'ils n'arrivent pas à avoir ce qu'ils veulent aujourd'hui, tu vas te faire traquer. Et à ce moment-là, c'est moi qui prends la voiture, d'ailleurs de l'avocate, qui vais le chercher à l'arrière de la prison et qui le ramène devant la porte principale. Et me dépose quasiment pile-poil devant le mur de journalistes qui est en train d'attendre la sortie devant la porte. Et là, me demande de marcher quelques mètres pour qu'ils aient devant eux, pour qu'ils aient les photos. Et vous ne verrez jamais une seule photo de la porte s'ouvrant et de Jérôme sortant de la prison. Il a passé 38 jours en prison, il a retrouvé la liberté tout à l'heure, Jérôme Kerviel. De lui, on ne connaissait que des photos figées. On découvre un homme élégant, souriant, un peu perdu. Les communicants de la Société Générale sont furieux. Direction une destination secrète, premiers instants de liberté retrouvés. L'image de Kerviel a changé aussi au moment où lui-même a pris une agence de communication. Dès qu'il a pris des agences de com et qu'il a orchestré sa mise en scène, il est devenu manipulateur. Alors que quand il était seul, il était vrai. Le type, il vient de faire 2 mois de préventive et il sort et il a l'air d'avoir passé ces 2 mois sur une plage. Il est vraiment très cool, ce type. Vraiment, il est ou à l'ouest
ou très cool, ou totalement inconscient. Je pense que moi, je n'aurais pas dit ça à Jérôme Kerviel. Jérôme Kerviel va alors totalement changer de stratégie. Pour tenter d'emporter le soutien de l'opinion publique, il choisit un nouvel avocat, plus médiatique, Olivier Metzner. Une nouvelle communicante arrive, Patricia Chapelotte. Elle a travaillé pour Jean-Claude Gaudin à la mairie de Marseille, puis comme conseillère communication de Dominique Perben, alors ministre de la Justice. Patricia Chapelotte va orchestrer la première interview de Jérôme Kerviel. Enfin, le trader va parler. Tous les journalistes américains, japonais, allemands, etc. voulaient avoir une interview de Jérôme Kerviel. Donc il y avait une course au scoop de savoir qui aurait la première interview. Patricia Chapelotte choisit l'émission 7 à 8 sur TF1. Jérôme Kerviel dit ce soir sa vérité, prêt à aller jusqu'au bout pour sauver sa peau. Une émission grand public, pas de risque que Jérôme Kerviel soit mis en difficulté sur des questions très pointues. Il est devenu le symbole d'une planète finance qui s'affole. Ça vous coûte de parler ce soir? Ça me coûte énormément, vous pouvez pas savoir à quel point. Et si je pouvais retomber dans l'anonymat demain, ce serait un de mes souhaits les plus chers. C'est mal parti. Nous avons travaillé cette interview. On a effectivement essayé de roder un certain nombre de messages. Ça m'est arrivé de faire des journées à plus d'1 million d'euros, effectivement, et ça ne choquait personne. Donc j'imagine qu'à l'époque, vos chefs vous trouvent formidable. Ah, l'argent rentre, ils sont contents. La stratégie est simple et le message martelé. La banque était au courant et a même poussé le trader. Et jamais un de vos chefs est venu vous voir en vous disant « tu deviens fou » ? Non, on me demandait combien t'as fait. À aucun moment on m'a dit « arrête tes conneries ». Au contraire, on m'a dit « ok, bien joué ». Est-ce que vous avez demandé un droit de regard sur le montage de TF1 ? Oui. Ils ont accepté ? Oui. On n'a pas bougé un millimètre, une minute, une seconde de ce montage. Ils ont fait ce jour-là évidemment un record d'audience. Il fallait ramener de l'argent. L'objectif, c'était de dire qui je suis. C'était d'être le plus sincère, le plus honnête possible et de parler comme je suis et essayer de montrer aux gens que je ne suis pas le fou furieux qui a été décrit à coups de millions d'euros de communication par la Société Générale. Toute la stratégie de Jérôme Kerviel, c'est d'inventer un storytelling de petit garçon gentil, très très propre. Et toute sa stratégie, c'est de trouver des médias et des journalistes qui ne sont pas sur le fond de l'affaire, qui lui posent jamais les bonnes questions. Et en échange de l'exclusivité qu'il donne, il impose de ne pas répondre aux questions et de donner sa version. Et les journalistes prennent parce que ça a une vraie valeur d'audience. Les mois passent. Le procès de Jérôme Kerviel se rapproche. Poussé par son avocat, il sort un livre confession. C'était vraiment une volonté de ma part de clarifier, de faire une mise au point et à tout le moins d'apporter ma vérité sur ce qui s'était réellement passé. Et ça me permettait aussi et surtout de lancer un appel à témoins. Donc c'était un outil de communication pour moi, pour pouvoir demander aux gens de venir m'aider. Le choix médiatique est risqué. Sa conseillère en communication est contre. On est passé du petit gars de Pont-l'Abbé à une photo où Jérôme Kerviel est habillé en noir avec une chemise noire. Pour moi, c'était la tête du trader arrogant, tout ce qu'on avait essayé de gommer. Bonjour Jérôme Kerviel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour Jérôme Kerviel. Bonjour. Un terroriste, le trader fou. Bonsoir Jérôme Kerviel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce livre a entraîné Jérôme dans une surmédiatisation. C'était tout et n'importe quoi. L'ex-trader de la Société Générale, accusé d'avoir fait perdre 5 milliards d'euros à sa banque, est devenu une icône médiatique. La surexposition permanente crée l'overdose. Par la posture qu'il avait et la multiplication, Jérôme Kerviel, il en a fait trop. Au procès, Jérôme Kerviel est malmené par les avocats de la banque, mais aussi par les juges. Il faut dire que c'est pas très habile de sortir un livre qui dit que les juges font pas leur travail juste avant le procès. Il pensait pouvoir, par l'impact sur l'opinion, avoir un impact sur le cours de la justice, mais la justice, elle fait son travail sur le fond, donc ça sert à rien, quoi. Fait rare. Dans leur délibéré, les magistrats expriment leur agacement. Ils reprochent au trader sa campagne de communication. On m'accuse d'avoir communiqué, on me reproche d'avoir communiqué, d'avoir voulu me défendre
avant mon procès. C'est-à-dire qu'en face, j'ai un adversaire qui communique autant qu'il veut par des publicités, par des articles de commandes ou autres, et moi je devrais juste me prendre tout ça dans la figure et ne pas riposter. Il ne paiera probablement jamais les 4,9 milliards d'euros de dommages. Jérôme Kerviel est condamné à 5 ans de prison, dont 3 fermes. Cette peine sera confirmée en appel. La stratégie médiatique de Kerviel a échoué. Une banque pourtant reconnue comme une victime par la justice. Il a été soutenu pendant un temps par l'opinion publique, par le phénomène classique de David Goliath. Est-ce qu'il a gagné la bataille de l'image? À l'arrivée, il n'a pas gagné. Enfin, pour moi, il n'a pas gagné la bataille de l'image. Et je ne suis pas dans une bataille de communication. Enfin, moi quand j'aime pas ce terme-là, en fait, de communication. Enfin, on a l'impression que ça fait quelque chose qui est orchestré. Moi, à chaque fois que je suis allé sur un plateau, j'ai été moi-même. J'ai essayé d'être moi-même le maximum, de livrer qui j'étais. J'étais pas en train de communiquer. Pourquoi cette affaire s'appelle l'affaire Kerviel et pas l'affaire Société Générale? Alors on parle de l'affaire Kerviel comme on parlait du casse de Spargiari, c'est-à-dire que c'est celui qui commet le casse qui rentre dans l'histoire. Peut-être que j'ai fait une erreur de communication en voulant pas le citer, et peut-être qu'il a fait une énorme erreur de communication en se mettant en avant. Si c'était pas orchestré lui-même comme un personnage, peut-être que ça ne se serait pas appelé l'affaire Kerviel. La crise bouleverse parfois les trajectoires. Très marqué par cette affaire, Hugues Lebray a démissionné du groupe Société Générale. Il s'est lancé dans l'aventure d'un compte en banque d'un nouveau genre, pour les revenus les plus modestes, à ouvrir dans un simple bureau de tabac. En mars 2014, la Cour de cassation a annulé les 5 milliards d'euros de dommages et intérêts que Jérôme Kerviel devait verser à la banque, mais pas sa condamnation à 3 ans de prison ferme.